Comment investir en private equity de la même façon que les plus grandes familles françaises? C'est la question que nous allons poser au premier invité de Parlons Placement. Nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Roca. Bonjour Sébastien Roca. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cedrus & Partners. On va peut-être commencer par définir pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en direct ou en replay, l'activité de Cedrus & Partners. Vous proposez d'accompagner de l'investissement en private equity. Alors voilà, notre métier, c'est de conseiller des personnes morales. Parmi nos clients, on conseille des très grosses fortunes européennes. D'accord. Sur toutes les classes d'actifs et notamment le private equity. On a créé la boîte en 2010, donc on va bientôt avoir 15 ans. On conseille 10 milliards d'euros d'actifs et on a répliqué le savoir-faire en private equity pour les plus grandes familles. On l'a répliqué pour le particulier à partir de 100 000 euros. Et depuis 2019, donc on commence aussi à avoir pas mal d'expérience sur justement cette réplique du private equity pour le plus grand nombre. Quand vous dites toutes les classes d'actifs, au-delà du private equity, on reste sur le non-coté, sur les autres classes d'actifs dans le non-coté, c'est ça? Non, c'est-à-dire que quand on est conseiller d'une grande famille, on va le conseiller sur tout son portefeuille financier. D'accord. Donc Okay. à la fois les liquidités, des obligations, des actions et du non-coté de les liquides à très long terme. Mais c'est vrai que quand on construit un portefeuille d'investissement non-coté, c'est assez technique. Bien sûr. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup investi pour pouvoir accompagner les familles. Et les familles sont souvent des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs qui ont revendu leur société et ils aiment avoir du private equity dans le portefeuille. Une petite stat qui est intéressante, qui est sortie d'une étude de UBS. En Europe, les plus grosses fortunes européennes ont en moyenne 22% de private equity dans leur portefeuille. D'accord. Alors qu'en France, le particulier en a moins de 0,5% parce que finalement les offres n'étaient pas encore disponibles. Mais si ces grandes fortunes ont autant de private equity, c'est justement qu'il y a un certain avantage à en avoir. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Eh ben si, parlons-en maintenant. Même la question qu'on peut se poser, c'est si ces grandes fortunes en ont 22% en portefeuille et que on est à moins de 0,5% pour les particuliers en France, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner ou en tout cas une possibilité d'évolution énorme. Concrètement, est-ce qu'il y a des tendances que vous pourriez interpréter, qui pourraient servir à des investisseurs particuliers qui auraient envie de s'exposer un peu plus à la classe d'actifs? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a pas mal d'offres qui existent sur le marché. Donc, le particulier peut, au même titre qu'une très grosse fortune européenne, avoir du private equity dans son portefeuille. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant à trois niveaux, ce que j'appelle moi les 3 S. Le premier S, c'est la surperformance. Si on regarde les 10 dernières années, le marché du private equity en Europe a surperformé les marchés cotés de 7% par an. Donc 7% par an sur 10 ans, ça fait 70% de plus de performance. Ouais, bien sûr. Donc le premier S, c'est surperformance. Le deuxième, c'est la stabilité. En fait, les marchés non cotés et le private equity, il y a pas des valorisations qui sont quotidiennes. En bourse, ça évolue tous les jours, toutes les secondes. Ouais, en private equity, ça évolue tous les trimestres. Donc en fait, par construction dans son portefeuille financier, si on intègre du non coté, il va y avoir moins de variations de marché. Donc la stabilité, c'est le deuxième S. Et le troisième, c'est les sociétés de demain, parce que finalement, si on regarde en France les entreprises qui sont cotées en bourse, il y en a 800. Si on regarde les sociétés qui sont pas cotées en bourse, il y en a plus de 4 millions. Donc ça fait que 99,9% du marché des entreprises n'est pas coté en bourse. Et donc c'est là où on peut transformer l'économie de demain. Donc c'est pour ça les 3 S, surperformance, stabilité et société de demain. Mais alors je reviens à ma question. Effectivement, on est sur une profondeur de marché énorme en private equity, mais aussi sur une sorte de manque de compréhension du secteur par l'investisseur particulier. Est-ce que il y a des indices, des techniques, des questions qu'on peut se poser, des tendances, des convictions de marché peut-être que vous avez sur l'investissement en private equity? Alors c'est sûr que pour un particulier qui peut boursicoter directement et choisir ses actions, en private equity, il vaut mieux aller chercher une solution qui est déjà clé en main, faite par des professionnels. Donc nous, c'est comme ça qu'on a répliqué finalement ce qu'on fait pour les grandes familles au travers d'un fonds de fonds. D'accord. Donc à l'intérieur, on va avoir à peu près 10 fonds d'investissement qui sont des fonds partout dans le monde. À peu près, il y a plus de la moitié qui est aux États-Unis parce que notamment les familles que l'on conseille ont envie d'avoir une exposition aux États-Unis. D'accord. Quand on investit en private equity, on ne peut pas s'affranchir des États-Unis. Il faut investir aux États-Unis. Alors ça dépend. Il y a différentes stratégies. Il y a différentes stratégies. Nous, on a 3 convictions quand on construit des portefeuilles en ce moment. La première, c'est justement de surpondérer les États-Unis. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un gisement de taille intermédiaire, de sociétés de taille intermédiaire là-bas qui est extrêmement profond. Et en plus, avec l'activité du M&A, des fusions-acquisitions qui va repartir, on pense que c'est vraiment un bon momentum pour être investi là-bas.
Ça, c'est le premier. Et ensuite, une autre conviction, c'est aussi sur les entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on peut appeler PME, ETI. Bien sûr. Depuis 2021, il y a eu, on va dire, une baisse des valorisations, et donc on pense que c'est un bon point d'entrée sur les entreprises de taille intermédiaire. Et le troisième conviction, quand on construit un portefeuille non coté, ça va être les taux. C'est vrai que les taux sont encore élevés. Alors, certes, ils sont en train de baisser un petit peu, mais les taux sont encore élevés. Donc, il faut trouver des stratégies en non coté qui vont apporter de la liquidité. Et là, par exemple, on parle de private equity secondaire. Pour donner un petit exemple pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes propriétaire d'un appartement et donc cet appartement, vous avez un prêt relais et finalement vous allez devoir le vendre très rapidement parce qu'il faut rembourser ce prêt, vous allez devoir trouver un acheteur dans un temps qui est assez court. Et donc du coup, vous êtes capable de le vendre avec une décote parce que quelqu'un qui va vous apporter la liquidité à un moment dont vous en avez besoin, au lieu de peut-être qu'il vaut 100, peut-être que vous allez le vendre 80 parce que vous avez besoin de le vendre. Mais le private equity secondaire, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que des gens vous apportent la liquidité, donc du coup, vous décotez. Voilà. D'accord. Ça, c'est là où on fait des bonnes affaires, c'est quand on va sur le marché secondaire, par exemple. Voilà, par exemple. Et donc c'est vrai que nos trois convictions, c'est surpondérer les US, privilégier les entreprises de taille intermédiaire et trouver des stratégies en non coté qui apportent de la liquidité parce que derrière vous allez avoir des retours qui seront plus rapides, des décotes, vous allez avoir des pouvoirs de négociation. Voilà. Et en fait, chez Cedrus, quand on parle de private equity, on fait pas que du private equity, on fait tout ce qui existe dans le non-coté. D'accord. Donc, private equity, ça va être dette privée, infrastructure, et ce qu'on appelle immobilier value add. Immobilier value add, ça va être, par exemple, vous achetez un immeuble très bien placé, et cet immeuble, vous allez le restructurer, le mettre aux dernières normes, et ensuite le relouer au plus cher du marché et le revendre à un investisseur plus classique. Et donc, en fait, nous, on va venir, par rapport au contexte de marché, se dire, est-ce que c'est le bon moment d'aller dans le private equity? Est-ce que c'est le bon moment d'aller dans les infrastructures, dans la dette privée, dans l'immobilier? Et chaque année, pour le client final, on va venir piocher qu'est-ce qu'on pense qui sont les meilleures classes d'actifs du moment et on va faire notre fonds de fonds et tous les ans on va construire un nouveau fonds de fonds adapté au contexte de marché et donc c'est comme ça qu'on accompagne les intermédiaires financiers les particuliers. Et fin 2024, est-ce qu'il y a une thématique, une classe d'actifs qui ressort un peu plus que les autres dans le non-coté? Oui, mais là justement on vient de lancer notre 4e millésime, donc depuis 2019 on en a clôturé 3, on lance le 4e là, depuis quelques semaines. On va dire que quand on construit un millésime, il y a deux poches. Il y a une poche qu'on appelle opportunité de cycle. Donc là, c'est justement qu'est-ce qui va venir accélérer les retours, booster la performance. J'ai parlé du private equity secondaire tout à l'heure. Il y a une autre classe d'actifs qui est intéressante, c'est la dette privée sur les entreprises. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a 80% d'une partie du marché des entreprises qui va devoir se refinancer d'ici 2030. D'accord. Et donc ces entreprises, avant, quand les taux étaient très bas à zéro, elles allaient se financer auprès des banques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué auprès des banques. Et donc, il y a des fonds d'investissement en dette privée spécialisés qui vont faire le complément. Et donc là, il va y avoir des très bonnes opportunités. On peut rester là-dessus une seconde. Ça veut dire que, parce qu'on entend souvent, par exemple, quand on parle d'obligations cotées, que on est en train de passer le moment de l'obligataire et qu'il faudrait profiter des dernières opportunités à l'heure actuelle. Ce que vous décrivez sur la dette privée, c'est un mécanisme un peu différent. Alors, ça veut dire que vous envisagez plutôt que va y avoir encore des opportunités à venir dans les mois, voire les années qui viennent. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les taux ont monté et que toutes ces entreprises vont devoir se refinancer, finalement, elles vont se refinancer à des taux qui seront plus élevés. Bien sûr. Donc, potentiellement, elles vont être en mise en difficulté, ces entreprises. Donc, tout le monde dit, peut-être, il faut faire de la dette privée. En fait, il faut faire une partie de la dette privée. Pas toute la dette privée. D'accord. Et la dette privée qui est intéressante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dette distress. En fait, ça va être des fonds de dette privée qui vont apporter de la liquidité à des entreprises qui en ont besoin à un moment donné très spécifique. Et là, il y aura des super opportunités. Donc ça fait partie pour nous dans la partie opportunité de cycle. Bien sûr. Le secondaire, la dette privée distress, ça c'est des opportunités. Et après, ce qu'on appelle aussi, l'autre brique chez Cedrus, c'est les tendances de long terme. Donc là où il y a des besoins sociétaux importants sur lesquels on a une très forte visibilité, donc des infrastructures. Par exemple, des infrastructures, pour donner un exemple pour les auditeurs, ça peut être des réseaux de fibres, bien sûr, des data centers. Ça peut être aussi racheter un fonds d'investissement qui va racheter la société qui va exploiter un aéroport. Voilà, et donc il va racheter la société qui exploite un aéroport, ils vont rajouter des tarmacs, aller chercher de nouvelles compagnies aériennes, donc l'aéroport va créer plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, ils vont le revendre à notre fonds. Voilà, donc ça c'est des thématiques de long terme où il y a des besoins sociétaux assez importants. Merci beaucoup Sébastien Rocade d'avoir tenté de décrypter dans une dizaine de minutes un petit peu des tendances et des convictions en matière d'investissement. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cedrus & Partners. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.